Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Carte de visite s'intéresse à nos valeurs musicales et de rythme sacré. Il y en a-t-il vraiment encore de sacré? Tout est au dehors et populaire maintenant. Nous ne sommes pas en train, là, de tout vendanger. Quelle est la limite entre la volonté de faire connaître nos valeurs et les pérenniser et le devoir de conservation de la mémoire sacrée? Quelle est l'économie et quel intérêt autour de cette danse, notamment cérémonielle? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui sur votre émission Carte de visite avec deux invités. D'abord, professeur Koudjo. Bienvenue Koudjo. Bienvenue Koudjo, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur mon plateau. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, directeur artistique du Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin. Vous êtes aussi directeur exécutif du laboratoire de recherche ethnomusicologique Aziza. Encore une fois, bienvenue. Merci. En face de vous, Nicolas Dedravo-Kouenou, lui, il est comédien. Il est aussi metteur en scène. Il est par ailleurs directeur de la compagnie de danse Guéli. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je commençais par dire, nos danses sont de moins en moins sacrées, sont de plus en plus populaires. Faut-il s'en inquiéter, professeur Koudjo? Faut-il s'en orgueillir, s'en inquiéter? Non, il ne faut pas s'en inquiéter parce que c'est dans l'ordre normal de l'évolution du sacré. Le sacré, à un moment donné, se désacralise et sort du temple, du couvent pour ainsi dire, pour venir se faire connaître sur la place publique. D'ailleurs, le sacré a toujours deux volets. Il y a le volet qui se déroule devant le public? Non, d'abord dans le temple. Dans le temple, oui. Et qui se met en valeur devant le public. C'est-à-dire nos danses sacrées. Si vous prenez par exemple Javioso et autre chose, ils ont ce qu'ils font à l'intérieur du temple, mais ils organisent aussi des spectacles de vulgarisation comme pour donner aussi leur carte d'identité sur le plan culturel. Donc ils viennent devant le grand public pour faire ce qu'on ne fait pas dans le temple. Mais ils l'ont appris d'abord dans le temple. Et c'est à partir de là seulement que la culture s'en accapare. Monsieur Renaud? Oui, je crois que le professeur vient de dire quelque chose de très important parce qu'il y a, dans ces choses-là, il y a le culturel et le cultuel. Et l'esthétique que nous pourrons tirer en tant qu'artistes, c'est ça. C'est ce qui est travaillé en amont que nous récupérons en aval parce que les danses sont en fait des systèmes de messagerie. Une danse, un mouvement qu'on émet, c'est surtout pour porter des messages. Et s'il y a des messages à porter, c'est à un public, c'est à quelqu'un d'autre vers qui il faut aller avec ce message. Donc le message qui est chargé à travers les danses, à travers des mouvements dans le couvent, je crois que ces messages-là sont portés sur la place publique. Voilà, donc je ne pourrais pas parler dans l'abondage de ces danses-là. Moi, je me dis, on est en train de vendanger, en tout cas, ce qui devrait rester peut-être secret, ce qui devrait rester, en tout cas, dans un cercle donné. Et surtout, vous qui êtes acteur de la chose, c'est surtout ce qui n'est pas ordinaire que vous avez souvent envie, justement, de révéler. Et dans cette recherche de l'extraordinaire, vous touchez parfois à des choses qui sont sensibles. Tout à fait, mais on ne devrait pas. On ne devrait pas. Ce qui est caché est toujours caché. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ce qui est caché est toujours caché. Vraiment, oui. professeur Koudjo? Oui. Ah oui, bien sûr. De toute façon, ce qui devrait être le cœur sacré de la culture ne sort jamais. Ah ouais. Non, ce n'est que l'aspect visuel, visible, disons par tout le monde, que l'on organise même depuis l'intérieur du temple. C'est ça qui vient et que nous on récupère pour l'enrichir avec de la créativité. Parce que ne les prenons pas non plus exactement comme cela se fait dans les couvents. Et nous les organisons sur le plan chorégraphique surtout. Et nous les enrichissons avec de la créativité, peut-être en faisant des mélanges. Nous investissons, nous mettons par exemple un geste d'une danse dans un autre rituel, ou bien nous faisons une combinaison qui n'est pas celle que l'on fait. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans une sorte de dénaturation aussi de l'originalité de la chose? C'est vrai qu'il faut peut-être un brassage, mais parfois vous allez à des spectacles où on montre des tableaux qui réunissent parfois des danses
de peuples venus d'un peu partout. On peut retrouver dans un même tableau, par exemple, le Teke, qui est quand même du nord, à côté du Zéli, qui est du sud, ou de Adogan, ou un truc comme ça, qui est du mono. Ah oui, bien sûr. Moi, je vais vous dire qu'au niveau du Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin, oui, notre objectif, c'est justement de faire connaître toutes ces richesses-là de tout le pays. Et nous avons un premier spectacle qui, justement, autour d'une idée de les danses de rêve du roi Béhanzin, a célébré les danses d'Abomey, mais a ajouté comme danse invitée les danses de la région de Porto-Novo, de la région, disons donc, le Teke, le Tipinti, tout ça là, comme étant des, on peut dire, dans la créativité, dans notre créativité, c'est des peuples qui sont venus apporter ce qu'ils ont comme élément culturel pour enrichir la cérémonie qu'organisait le roi Béhanzin, par exemple, à l'occasion des grandes coutumes. Voilà. Allez, très rapidement, on va voir en image de quoi est-ce qu'il s'agit. Et là, je vais vous emmener quelque part dans un village du Mono, département du Mono. Notre directeur régional a pu quand même aller à la rencontre de quelques adeptes vaudous pour découvrir avec eux un rythme. Je ne vais pas en dire plus. On va suivre ensemble. Raramé est un village de Kmenou, un arrondissement de la commune d'Atiémé, dans le département du Mono, au sud-ouest du Bénin. Il nous offre son hospitalité avec à l'accueil quelques-uns de ses bras valides, adeptes des religions endogènes. Comme il est de coutume, chaque année, en cette période, le village vit au rythme des rites et rituels du Huetanou, une cérémonie traditionnelle annuelle. En cette occasion, plusieurs divinités du panthéon vaudou font l'objet d'invocations, de libations, de prières et d'offrandes. Parmi eux, le vaudou Sakpata. Autour de moi, vous voyez des vaudoucis qui sont pieds nus. Si vous voyez en plus à leurs pieds un collier, sachez qu'elles sont des adeptes du vaudou Sakpata. Elles sont vêtues de paille avec à leur cou des colliers de kori. Togbe Yedi est le président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, section Atiémé. Il nous ouvre également ses portes pour nous amener à la découverte du vaudou Sakpata, une des divinités à qui il fait allégeance. Le vaudou Sakpata utilise surtout des tissus de couleur rouge, blanche et noire. Ces adeptes utilisent des tissus avec plusieurs motifs et dessins. Le rouge au vin est aussi une couleur de Sakpatasi. Les adeptes du vaudou Sakpata. Rouge au vin pour nous, Sakpatasi. Divinité d'origine Yoruba, le vaudou Sakpata est connu partout où il a été implanté comme dieu de la variole. Mais au Bénin et au Togo, s'est développée une tradition qui en fait aussi le dieu de la terre. Sakpata, c'est la terre. Sakpata est une divinité qui protège la maison. Quand vous respectez ses interdits, votre maison est sous sa protection. Le Sakpata, c'est la terre. Elle éloigne des maladies et apporte de la chance. Ne pas respecter ces interdits est source de nombreux problèmes, dont la variole. Il est par exemple interdit de balayer la nuit. Vaudou Sakpata. Nos ancêtres construisaient comme temple pour le Sakpata un logement en paille. Comme de nos jours, nous n'avons pas assez facile au chendran, nous utilisons des feuilles de tôle. Il faut juste laisser une ouverture au-dessus du toit. Pas de différence en réalité entre les temples des divinités vaudou. Tout dépend des moyens dont tu disposes pour le réaliser. Si pour construire un temple pour le vaudou Sakpata, on utilise souvent de la paille,
C'est juste à cause des bruits qu'occasionne une pluie pour tomber sur un toit. Le vaudou est souvent gêné par ce bruit. Cet attelage et cette figure ne vous disent probablement rien. Et pourtant, ils représentent l'une des divinités du panthéon vaudou dont les faits et les mythes sont légion. Il s'agit du vaudou Khebioso. Au Bénin et au Togo, il est associé à l'éclair. Il est le dieu du feu ou du tonnerre. Le temple du vaudou Khebioso se reconnaît par les dessins qui figurent sur son mur. Les dessins représentent souvent les bienfaits qu'il procure. Selon ses prêtres et prêtresses, la divinité Khebioso apporte la pluie. Il accroît l'instruction morale et civique de l'homme. Quand le tonnerre gronde, nous avons la preuve que le dieu Khebioso est avec nous. Il nous surveille et nous protège contre la sorcellerie, les maladies et autres. Il te protège contre celui qui veut te faire du mal et tue les voleurs. Contrairement aux religions monothéistes, chez les animistes, un adepte peut faire allégeance à plusieurs divinités. Son appartenance à tel ou tel cercle transparaît dans son accoutrement ou comportement. Je suis le prêtre de 3 divinités, Khebioso, Dan et Sakpata. Pour reconnaître les adeptes de Khebioso, il faut faire attention à leurs accoutrements et à leurs perles. La couleur rouge est celle de la divinité Khebioso. La couleur blanche est pour la divinité Dan. Les adeptes du vaudou Khebioso ont des balafres en forme d'étoile. Dans l'univers des religions endogènes au Bénin, l'adoration d'une ou de plusieurs divinités joue un rôle très important dans la vie des adeptes. Selon eux, ils leur offrent protection, chance et bonheur. Alors, retour sur ce plateau, à Monsieur de Dravo-Renaud, j'ai remarqué que chaque danse est attachée à une divinité précisément. Oui. Du coup, on ne peut pas avoir un aspect moins sacré si véritablement on veut respecter l'esprit des choses. Tout à fait, parce que, vous voyez, déjà à partir du Fa, qui est l'élément important, primordial, l'élément principal d'une divinité, vous avez déjà le mouvement, c'est-à-dire la danse, qui est attachée à une divinité. Et cette danse-là, chaque pas, c'est un message qui répond. Peut-être il y a une interaction entre le rythme, le tambour, les costumes, la personne, même le corps et l'esprit de celui qui porte cette danse-là. Et la terre même qui reçoit ce message et qui relance ça au public. Lorsque vous êtes là, vous voyez, c'est le présent, le public qui est autour, qui voit ce qui se passe. Mais ce qui est dedans, vous ne pouvez pas voir. Nous allons voir les costumes, l'esthétique, la beauté des mouvements, la chorégraphie, tout ça là. Cela ne veut pas dire que n'importe qui peut se lever pour faire ce qui est là. Vous pouvez savoir danser.
comme une histoire qui dit, vous pouvez toujours taper le gangan plus que tout le monde, vous ne pouvez pas dépasser le nago. Il sait l'âme de ce qu'il respire, il sait ce qu'il fait. Mais quand on sait que même les pas aussi sont sacrés, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas danser les rythmes. Bon, d'abord... Puisque chaque pas, comme il l'a dit tout à l'heure, véhicule un message et attaché justement à un petit secret. D'abord, la danse, comme art, n'est pas à la portée de tout le monde, déjà. C'est-à-dire, tu ne peux pas danser si tu ne sais pas calculer à la fois tes pas, le temps et comment est-ce qu'on appelle la synchronisation de ton corps avec les pas que tu danses. Maintenant, c'est que chaque pas est lié dans sa position ou bien dans le corps, la circulation de l'espace est liée justement donc à un esprit qui est dans la divinité en question. Donc vous ne pouvez pas danser n'importe quel rythme pour n'importe quelle, j'allais dire, divinité pour rester là. Mais c'est que tout cela est lié à la nature. Chaque divinité est reliée à la nature, à l'environnement. Donc, tu ne peux pas rompre l'harmonie de l'environnement. C'est ce que font les chercheurs aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, puisque désormais la divinité est dissociée de la danse qui est exécutée, on peut alors associer n'importe quelle danse à d'autres danses, etc. et les exécuter auront une harmonie, non? Ce n'est pas vrai. Ah oui? Ce n'est pas vrai. La danse de la divinité Khaibioso, vous ne pouvez pas jouer ça, par exemple, la divinité Sakwata. La divinité danse. Dès lors que nous sortons du contexte de l'adoration, du contexte justement de la religion, et qu'on est là dans l'expression de l'âme lui-même, artistique lui-même. Oui, bon, ouais, ça c'est ce que les artistes que nous faisons aujourd'hui, peut-être en essayant de vouloir moderniser. Mais en modernisant cette danse-là, nous n'allons pas dans le secret de la danse. On prend le côté superficiel de la danse qu'on travaille. Mais lorsque, par exemple, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'Abomey de ne pas savoir danser le Agbaja. Un Abomey que vous prenez par exemple quelqu'un du mono, du fin fond du mono qui sait manipuler le Agbaja, vous n'allez pas voir la même chose. Il y a toujours quelque chose qui change et on sait que lui, là, il est du terroir. C'est dans son sang. Un peu comme si c'est véritablement un adepte de vaudou, de cette divinité qui exécute un pas, vous allez voir des virgules, des points, des pointillations qui changent. Quand c'est un artiste qui le fait, lui va essayer de mettre ça sous forme scénique, mais ce n'est pas du tout ce qui est dans le professeur. Oui, de toute façon, il y a l'expression intérieure qui doit être exprimée à l'extérieur. Et ça, c'est le vécu intérieur de l'artiste qui reproduit. N'est pas le vécu intérieur, par exemple, du fidèle donc, de la divinité. Bon, on peut être fidèle de la divinité et avoir quand même une expression artistique, disons, contextuée. Mais quand on sort de là et qu'on rentre maintenant donc, dans le cercle rituel donc, de l'adoration, c'est un autre comportement que l'on a. Bon, on sait que la musique, la danse, c'est des éléments quand même qui transportent et qui permettent une certaine communication avec les esprits. Quand on y associe d'ailleurs les tam-tams, parce que les tam-tams aussi sont assez spécifiques et bien précis pour les danses, les rythmes, etc., etc. Quand on met tout cela ensemble, cela forme une harmonie qui vous met en lien directement avec soit la divinité, puisque les danses sont d'essence religieuse. Est-ce que cela ne vous arrive pas justement d'être transporté par les esprits de cette divinité-là quand vous fouillez et bêchez comme ça? Naturellement. Naturellement, parce que là, ça veut dire que vous êtes des adeptes, en fait. Si vous ne voulez pas être adepte, n'allez pas sur ce terrain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, il y a les couleurs. Au niveau des divinités, il y a les couleurs. Lorsque vous portez, par exemple, tout à l'heure dans l'élément, on parle de couleur blanche, couleur rouge, couleur noire, ou la divinité Sapata. Oui. Lorsque vous voulez exécuter, nous artistes, nous voulons exécuter le rythme Sapata. Et nous mettons ces couleurs. 1, nous chantons. 2, il y a le rythme qui a des appels, ce que nous avons appelé les paroles, les paroles du rythme qui appellent
celui qui danse pour dire, allez, tu dois faire ceci, ça veut dire que tu es en train de suivre le chemin de la divinité et ça peut répondre, c'est-à-dire que tu seras mis en transe rapidement. Ah ouais? Et tu vas te demander, mais c'est quoi? Les gens vont s'étonner. Non, On n'est plus vraiment en présence de l'artiste Non. seul, uniquement sur le... Non, Oui. mais tout artiste qui est dans la musique est déjà un être transformé. Oui. Ça, c'est, quel que soit le rythme, quelle que soit la corrélation avec un rituel, tout artiste, la musique elle-même est déjà quelque chose de sacré qui transforme celui qui l'écoute et qui la vit. C'est pour ça d'ailleurs que dans la culture, on dit qu'un estropié ne tombe jamais quand il danse. On a d'ailleurs l'exemple d'une dame qui est une très bonne artiste qui accidentellement a perdu une jambe, mais il faut la voir danser avec sa seule jambe sur scène. Tu ne croiras pas qu'elle est unijambiste. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, non, elle est connue. Hein, Alors, comment on fait pour peut-être davantage valoriser tout cela? Je sais que parfois même on est habité par un esprit de conservation, de sorte à même nous empêcher justement d'aller vers une sorte de démocratisation de ces éléments. Alors, comment nous faisons? Est-ce qu'on l'ouvre à tout le monde ou bien c'est sur condition, tout le monde y a accès? Comment organiser tout cela dans un esprit où nous sommes en train de travailler à développer notre tourisme? Oui. Je crois que je vais commencer par rendre hommage aux premiers qui ont commencé à oser, à exporter, sinon faire sortir cette danse-là. Ah, ils ont eu des conséquences, hein? Oui, ça c'est terrible. Il y a d'abord ça là. Maintenant, il faut qu'il y ait une action, une interaction, c'est-à-dire une entente entre les dignitaires de ces divinités-là et les artistes. Comme ça a commencé d'ailleurs. Nous, on ne veut pas aller dans leur rituel. Nous sommes dans notre culturel. Et s'ils nous donnent cette occasion, nous allons les aider à les faire connaître. Parce que l'artiste fait connaître quelque chose qui est peut-être caché. Nous n'irons pas dans l'âme de ce qu'ils ont comme secret, mais nous allons montrer que, attention, ce qui est là, quand je prends par exemple la divinité revenant, quand ils sortent, en revenant, quand ils ne dansent pas, le public n'est pas content. Mais quand ils commencent par danser, commencent par chanter, on dit tout le monde est content. Mais ce qui est à l'intérieur là-bas, ça ne fait pas notre problème. Ce qu'il faut, c'est encourager les artistes, encourager des gens qui travaillent dans ce sens-là à mieux exporter cette richesse que nous avons qui est devenue patrimoine immatériel caché, à montrer ça au public. Professeur. Oui, de toute façon, ça fait partie de l'identité culturelle. Si vous ne voulez pas être distingué, alors restez dans votre chambre. Mais si vous voulez vous faire connaître, il faut sortir de chez vous et aller à l'extérieur. Toutes les divinités font ça. Hein. C'est-à-dire toutes les divinités sortent du couvent avec un aspect surtout musical et chorégraphique qu'ils exposent comme étant, disons donc, les signes extérieurs de leur pouvoir, du pouvoir donc de leur divinité. Et qui les met en valeur, donc par rapport au public qui est différent. Parce que vous ne pouvez pas venir faire ça. Mais eux, ils peuvent le faire parce que d'abord, ils ont vécu cela au cours de l'initiation, mais en même temps, ils sont venus pour montrer qu'ils ont été transformés par la divinité. Et éventuellement, un appel, si vous voulez, vous, être transformé par la divinité comme moi, alors venez donc dans mon couvent. Voilà, c'est aussi... Alors, vous avez chacun de vous une troupe où quand même il essaie de travailler un peu. Comment ça se vit? Comment ça se fait vivre? Je veux dire du point de vue charge, du point de vue investissement et autres. Dites-moi un peu comment ça se vit, monsieur de Dravokoulou. Oh, ben, écoute, actuellement, chaque troupe vit sur ses propres moyens. Hein. Oui, oui, ils ne l'auront pas. Il n'y a pas encore cette politique qui nous permet de dire il y a une subvention. Oui, mais pourquoi une subvention? Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas travailler à produire elle-même la richesse et se la partager? Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps subventionner? Il y a le contexte juridique
le contexte politique, le contexte, la volonté qu'il faut. Par exemple, moi j'ai des spectacles, où est-ce qu'il faut aller jouer ça? Nous n'avons pas de salle de spectacle. Voilà un autre problème. Oui, mais le contexte juridique, c'est quoi? Le contexte juridique, parce qu'il faut que, même avant que je ne dise je vais jouer tel spectacle-là, il faudrait qu'il y ait des tests qui me permettent de le faire. Le conservatoire ne souffre pas de tout ça. Mon Dieu. Le conservatoire, je vais vous surprendre, vit sur les moyens de ses promoteurs comme moi et le professeur Akoha. On est en train donc de tout faire pour être, j'allais dire, soutenu, ne serait-ce que pour permettre à nos artistes de venir de chez eux pour venir apprendre les danses que nous voulons sauvegarder, ce patrimoine que nous voulons sauvegarder et montrer comme étant donc les richesses de l'extérieur. Mais pour le moment, on n'a pas encore eu gain de cause et on espère justement avoir gain de cause parce que c'est des éléments culturels à sauvegarder, du patrimoine à perpétuer sur des supports humains, parce que c'est beaucoup plus à travers les hommes que nous pouvons faire, disons donc... Oui, mais vous voyagez beaucoup, vous participez au festival, c'est gratuit tout ça? Mais ça, c'est ceux qui nous invitent, qui soutiennent. Ce n'est pas, ici. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle économique qu'il faut imprimer justement à ces cercles-là, à ces troupes, afin qu'elles vivent véritablement de ce qu'elles produisent? Oui, moi je parlerai peut-être d'une relecture de la charte culturelle aussi. Ça se passe au niveau du sport maintenant. Il faudrait qu'il y ait une relecture pour ouvrir cette charte-là à d'autres dimensions. Tu vois, aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas se lever pour dire nous voulons soutenir, sponsoriser, accompagner les acteurs culturels. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de côté juridique. Ouais. Si on peut arriver à changer un peu, à l'ouvrir au monde, aux opérateurs économiques, au secteur bancaire, tout ça là, on saura que c'est porteur d'économie, de plus-value. Mais c'est qu'il y a déjà d'abord une méconnaissance de la valeur économique de la culture. Parce que les gens pensent que c'est de l'amusement simple. Parfois, on a l'impression que c'est de l'investissement à perte. À perte, oui, bien sûr, tout simplement parce que on ne voit pas quel est le gain économique que l'on peut trouver derrière une manifestation culturelle. Quand je vous dis, par exemple, que si vous organisez un festival de danse dans ce pays et que vous faites venir des gens de l'extérieur, c'est déjà donc des devises que vous faites entrer dans le pays. Ouais. Mais dans le milieu même, dès que vous organisez une manifestation, c'est le commerçant du coin qui vient pour vendre ses produits, c'est le vendeur d'eau, et tout ça là rentre dans l'économie du pays que l'on ne mesure pas souvent. Et pour, par exemple, les opérateurs économiques, les réseaux sociaux, enfin je ne dis pas les réseaux sociaux, les réseaux GSM, les réseaux GSM, eh bien, voilà comment on appelle, une possibilité donc de vulgarisation et de promotion de leurs produits que je ne sais pas s'ils perçoivent que ça peut être très utile et faire prospérer leurs affaires. Donc la culture est un vecteur important de l'économie et de la politique, parce que de toute façon, pour la liaison entre les hommes et l'orientation de développement, eh bien, ça peut aider à les réunir justement autour de centres d'intérêt qui peuvent être justement économiquement rentables par la suite. Allez, le temps de cette émission s'en va, hein, il est très rapidement passé. On va faire un dernier tour de table pour conclure. Oui. Rapidement, je vais commencer par M. Renou de Darabo. Oui, ben, je dirais peut-être que comme la porte du retour du royaume est là, le pays est maintenant fermé. On peut rester à l'intérieur, bien travailler. Les trônes sont là. Je crois que nos dignitaires seront assis. Et je crois que les autres, ça va nous aider à booster le pays. Voilà. Non, moi je dirais que, indépendamment donc de ce que nous allons faire à l'intérieur pour promouvoir les gens, il faut qu'on nous ouvre
les portes de l'extérieur pour que nous portions sur le plateau du monde, en ce temps de mondialisation, nos différences, notre différence pour apporter comme enrichissement aux autres dans le monde et comme une identité justement que nous devons promouvoir comme étant la nôtre sur la scène internationale. Professeur Bienvenu Koudjo, merci beaucoup, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey Mekalavi, directeur artistique du Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin, directeur exécutif du laboratoire de recherche ethnomusicologique à Aziza. Dis donc, c'est votre univers, hein? Vous êtes dedans depuis bien longtemps. Merci beaucoup d'être venu passer un bout de temps avec nous. En face de vous, il y avait Nicolas de Dravo-Kouenou, comédien, metteur en scène, directeur de la compagnie de danse Géli. Merci d'être venu. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de carte de visite d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée. Attention.